L'innovation technologique, Alexandre, tu posais la question, est-ce qu'elle fabrique du progrès? Non, bien sûr que non. L'innovation technologique en elle-même, elle est neutre. Elle peut servir à faire des choses absolument extraordinaires, et puis elle peut servir à faire des choses qui sont des choses négatives. Au XXe siècle, la radioactivité, elle a permis de guérir des cancers, elle permet de faire de l'électricité, et puis elle a aussi détruit des villes entières. Et donc vous voyez bien que la technologie, l'innovation technologique est quelque chose qui n'est ni bon ni mauvais en soi, tout dépend de l'usage que l'on en fait. Et au fond, c'est peut-être la plus grande question qui nous est posée aujourd'hui, puisque justement, nous vivons l'une des plus grandes vagues d'innovation technologique que le monde ait jamais connue. En réalité, il n'y a guère que deux précédents historiques à ce que nous vivons aujourd'hui. La grande révolution industrielle du XIXe siècle, ce que l'on appelle dans les cours d'histoire la première révolution industrielle, et puis la Renaissance. Il n'y a que ces deux précédents historiques qui, par leur ampleur, peuvent être comparés à ce que l'on vit aujourd'hui. Non pas seulement avec le numérique, d'ailleurs, on parle beaucoup de numérique, mais le numérique n'est pas la seule technologie importante aujourd'hui. Ce qui est en train de changer le monde, ce qui est en train de changer l'état technologique, économique et social du monde, c'est la convergence de trois types de technologies, le numérique, bien sûr, mais aussi la robotique et l'intelligence artificielle. C'est la convergence entre le numérique, la robotique et l'intelligence artificielle qui est en train de changer le monde. Pour le meilleur ou pour le pire, ça dépend de deux choses. D'une part, est-ce qu'on sera capable de donner un sens, de donner une direction à cette innovation? C'est la raison d'ailleurs pour laquelle la philosophie est une discipline qui est si importante aujourd'hui. Je pense que c'est très important de faire de l'économie, parce qu'il faut comprendre, parce qu'il faut des outils. Mais l'économie vous explique. Elle ne vous dit pas ce qu'il faut faire. Ce qui va vous dire ce qu'il faut faire, c'est la philosophie. L'économie plus la philosophie font du progrès si on y adjoint l'innovation sociale. Et c'est ça le point que je veux défendre aujourd'hui. D'ailleurs, je faisais le précédent avec le 19e siècle. L'innovation sociale, au fond, elle est née au 19e siècle avec la grande mutation technologique de la machine à vapeur, des moyens de transport, bateaux à vapeur, chemin de fer, et puis, à partir de la fin du siècle, l'électricité, les appareils d'enregistrement, la voiture à moteur. Et tout ceci a pris un sens parce que, justement, le 19e siècle a été un grand siècle d'innovation sociale. Donc nous avons besoin d'innovation sociale, mais pour comprendre de quel type d'innovation sociale nous avons besoin, il faut d'abord comprendre quels sont les changements majeurs qui sont opérés par l'économie aujourd'hui. Et je vois trois grandes différences entre l'économie du XXIe siècle et l'économie du XXe siècle. Et il faut avoir en tête ces trois différences, je pense, si on veut avoir une réflexion correcte, une réflexion saine sur ce que l'on peut faire en termes d'innovation sociale. Trois différences, je vous les énonce et ensuite je l'explicite en quelques minutes. La première différence, c'est que le rythme du changement, le rythme de ce que les économistes appellent la destruction créatrice, ce rythme est beaucoup plus rapide aujourd'hui qu'il ne l'était au XXe siècle. Première différence. J'explique rapidement pourquoi dans 30 secondes. Deuxième différence, nous sommes dans des économies beaucoup plus capitalistiques, beaucoup plus capitalistes et beaucoup plus capitalistiques que ce n'était le cas au XXe siècle. Le besoin de transformation technologique, il nécessite beaucoup d'argent. C'est vrai pour les entreprises, c'est vrai aussi pour les organisations comme les vôtres. Discuter avec le directeur général de la Croix-Rouge, des dizaines de milliers de personnes qui sont salariées, des dizaines de milliers de bénévoles. Ce sont des organisations qui sont énormes. Les investissements à consentir ces prochaines années dans les technologies vont être absolument colossaux. On a besoin de capital. Troisième différence, on est dans une économie dans laquelle ceux qui réussissent, réussissent très vite. Je reprends rapidement ces trois points de différence. Pourquoi est-ce que la destruction créatrice, elle accélère? Oh, ça tient en un mot. La mondialisation. Nous avons pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, une mutation technologique qui est mondiale, ou quasiment mondiale. La Renaissance concernait 15 pays. La révolution industrielle concernait 30 pays. Vous avez aujourd'hui 150 pays qui se font concurrence en matière d'innovation. Vous avez 150 pays qui se font concurrence dans le numérique, 150 pays qui se font concurrence dans l'intelligence artificielle. Et comme nous n'avons pas eu de grands conflits qui soient de nature à interrompre, et
pourvu que ça dure. Je crois que ça va durer en réalité, mais enfin, j'en suis pas sûr à 100%, pourvu que ça dure. Mais comme on n'a pas eu de grands conflits susceptibles d'interrompre cette concurrence, les coopérations aussi entre le secteur public et le secteur privé en matière de recherche, eh bien, vous comprenez bien que votre vague de destruction créatrice, elle est plus haute, plus forte, plus ample, elle va plus loin que celle que nous avons connue au XXe siècle. Alors c'est formidable, parce que ces innovations, elles peuvent être éventuellement porteuses de progrès, comme je le disais tout à l'heure, mais le rythme de destruction créatrice qui s'accélère, ça veut dire aussi que le rythme de fragilisation de certaines populations de nos sociétés s'accélère. Deuxième sujet, je le disais il y a quelques instants, il faut aujourd'hui du capital à investir parce que le numérique, la robotique et l'intelligence artificielle, ça coûte très cher. L'intelligence artificielle, d'ailleurs, je m'arrête un instant là-dessus parce qu'on en parle beaucoup depuis quelques mois, et à juste titre, hein, il était temps qu'on en parle. Mais c'est un faux ami, l'intelligence artificielle, ce n'est pas véritablement de l'intelligence. En réalité, en tout cas, telle qu'on la connaît aujourd'hui, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle faible, ce sont des algorithmes, des programmes, si vous voulez, qui analysent un environnement et qui font des préconisations ou qui prennent des décisions en fonction de leur analyse de l'environnement. Et pour ça, ces algorithmes ont besoin de données. Et ce qui est tout à fait passionnant dans l'intelligence artificielle, c'est qu'en réalité, l'efficacité de l'intelligence artificielle, elle tient plus à la quantité de données qu'on lui donne comme carburant qu'à la qualité des algorithmes. Il faut des données. C'est ce que l'on appelle le big data. Aujourd'hui, ça peut sembler abstrait. Encore que, je peux vous dire que les grandes entreprises du monde, la plus grande entreprise de e-commerce au monde, de commerce en ligne au monde, elle est chinoise, comme vous savez, elle s'appelle Alibaba. Il y a 500 millions de clients actifs, 1 milliard de références. Je peux vous dire qu'en termes de données de big data, ce sont des milliards de données qui sont traitées en permanence. Mais demain, d'une certaine façon, l'économie sociale et solidaire, les grandes organisations comme celles dont j'ai parlé tout à l'heure, elles utiliseront aussi énormément de données pour mieux répondre aux besoins des gens qui en ont besoin, pour mieux répondre aux besoins des publics fragiles. Et ceci, ça nécessitera des capacités d'investissement importantes. Je sais que ce n'est pas agréable à dire et ce n'est pas agréable à entendre, mais tant pis, vous m'avez fait venir peut-être pour que je dise des choses. La troisième différence, c'est que on est dans des économies qui sont oligopolistiques. Pardonnez-moi, le terme n'est pas beau. Ça signifie la chose suivante. Les institutions qui investissent les bons montants, aux bons endroits, au bon moment, ont une croissance incroyablement rapide. Et ça vaudra aussi pour le secteur de l'économie sociale et solidaire. Vous pouvez parfaitement imaginer de nouveaux acteurs, de nouveaux opérateurs qui arriveront sur ce marché, venus d'ici ou d'ailleurs, j'espère d'Europe, j'espère, peut-être pas, et qui connaîtront des vitesses de développement extrêmement rapides. Qu'est-ce que tout ceci signifie en termes de besoins, au fond? Les publics que vous côtoyez, les publics qui viennent s'adresser à vous. Je crois que la principale implication de ce que je viens de dire, c'est qu'on a une société qui peut être une société de progrès, j'y reviendrai tout à l'heure, mais qui, pendant un certain nombre d'années, 10, 15, 20 ans, sera une société plus inégalitaire. Parce que, voyez-vous, les transformations dont j'ai parlé, elles attaquent directement nos sociétés en leur cœur, ce que l'on appelait autrefois les classes moyennes. On n'utilise plus beaucoup ce terme et on ne l'utilise plus malheureusement, parce que la réalité des classes moyennes est beaucoup moins prégnante qu'elle ne l'était il y a 10 ou 15 ans. Ce n'est pas vrai de dire que la technologie détruit l'emploi, j'y viendrai dans un instant. Ce n'est pas vrai de dire que les emplois qui sont créés dans ce contexte sont simplement des emplois d'ingénieurs chez Google à plus d'1 million d'euros. Ce n'est pas vrai. Ces emplois existent, bien évidemment, et ils sont créés en abondance. Mais on crée aussi des emplois qui sont des emplois peu qualifiés. Ce que l'on crée de moins en moins, ce sont les emplois du milieu. Et ce que l'on détruit de plus en plus, ce sont les emplois du milieu. Ça veut dire que la société devient plus inégalitaire et du coup, nous devons essayer de la rendre plus juste. Une société plus inégalitaire, si on veut la rendre plus juste, il faut tout faire en sorte pour que les gens du bas puissent devenir les gens du haut. La question sociale devient une question de dynamique sociale. Elle n'est plus statique, mais elle est dynamique. On réussira à recréer des classes moyennes. Mais avant d'avoir réussi à les recréer, il faut se débrouiller pour donner les moyens aux gens qui n'ont pas la chance d'être en haut de pouvoir arriver
en haut, c'est la question de l'émancipation. Et puis, du point de vue de l'offre, pour vous, qu'est-ce que ça change? Mais ces technologies, c'est une formidable nouvelle. Alexandre Kouchner l'a un peu introduit, a un peu introduit cette idée. Et je vous l'ai dit il y a quelques instants, je ne crois pas du tout à la fin du travail. Je ne crois pas du tout à la fin de l'humain. Parce que la technologie ne remplace pas l'humain. Pour parler dans le langage de ma corporation, ce ne sont pas des facteurs de production qui sont substituables. Ils sont complémentaires. Il y a des différences fondamentales, métaphysiques, ontologiques, pourrait-on dire, entre la technologie et l'humain. La technologie est meilleure que nous pour des tâches précises. Ah oui, pour conduire une voiture, dans 10 ans, la technologie sera meilleure que nous, ça ne fait aucun doute. Mais pour créer, pour inventer, pour interréagir, comme on est en train de le faire là, maintenant, les interactions sociales, et puis pour avoir une vision globale des choses. Il n'y a que l'humain. Il n'y a que l'humain pour ces trois qualités, mais plus encore, il n'y a que l'humain à l'intersection de ces trois qualités. Il n'y a que des êtres humains qui savent inventer, être sympas et comprendre le monde. Aucune technologie ne sait le faire. Et ça, c'est très important pour vos collaborateurs, c'est très important pour vous, mais au passage, dites-le à vos enfants. On a besoin de gens sympas et pas trop spécialisés. C'est ça l'avenir. Raison pour laquelle, d'ailleurs, quand je vois des gens dans les entreprises ou dans les organisations qui n'ont pas appris à dire bonjour, c'est-à-dire qui ne connaissent pas le début de ce qu'est une interaction humaine, je pense que leur avenir au XXIe siècle est mal assuré. Non seulement c'est un comportement qui est tout à fait détestable, ça a toujours été vrai, mais du point de vue économique, il est devenu complètement absurde. Et la vraie révolution, et je m'arrête là, Alexandre, la vraie révolution, au fond, la philosophie qui doit coiffer tout ça, j'ai déjà cité le terme tout à l'heure, c'est l'émancipation. C'est permettre aux gens de n'être plus simplement sujets, mais d'être acteurs. Et la vraie solidarité du XXIe siècle, je vous le dis comme je le pense, je vais choquer certains d'entre vous. Ce n'est pas le revenu universel, ce n'est pas donner un peu d'argent à tout le monde, la solidarité du XXIe siècle. La solidarité du XXIe siècle, c'est prendre les gens qui en ont besoin par la main et leur permettre de faire leur vie. Le revenu universel, j'aime beaucoup cette idée, mais ce n'est pas ça, la solidarité. La solidarité, c'est être capable d'utiliser ces technologies qui peuvent faire du bien ou faire du mal. C'est utiliser ces technologies pour nous, en tant qu'humains, tendre la main aux gens et les accompagner dans un projet de vie qui soit le leur. C'est ça ce qui va nous faire passer de l'innovation technologique plus innovation sociale au progrès. Je m'arrête. Alors, tu t'arrêtes, mais tu ne t'en vas pas, parce que moi, j'ai plein de questions. Donc, avec plaisir. Assieds-toi, on va parler quelques minutes. Je vais commencer par essayer d'être sympa. Donc, merci. Ah, mais merci toi, d'être venu. Tu nous as dit que le monde qui vient sera pendant un petit moment plus inégalitaire qu'avant. En France, en tout cas, le rôle de l'État est de compenser ces inégalités. Absolument. Nous avons un modèle social qui accompagne et protège. Est-ce que notre État, notre système social, il est prêt pour ce nouveau monde que tu viens de nous décrire? Je pense que notre système social a été très efficace ces 10 ou 20 dernières années pour réduire les inégalités. C'est très intéressant ce débat, c'est le débat politique d'ailleurs que l'on a en ce moment. Et c'est vrai que la France est un pays dans lequel les dépenses sociales sont élevées, mais les inégalités sont plutôt faibles. Et le taux de pauvreté est en tout cas moins élevé que dans la moyenne des pays européens et des pays de l'OCDE. Et donc de ce point de vue-là, on a en effet un système social qui a été efficace. Mais je pense qu'on peut aller encore plus loin. Parce que, certes, quand on regarde les chiffres, on voit qu'on a des inégalités en France qui sont contenues. Certes, on voit qu'on n'a pas un taux de pauvreté qui a explosé comme il a pu exploser dans d'autres pays, y compris des pays qui sont performants économiquement d'ailleurs. Hein, l'Allemagne, le Royaume-Uni, les inégalités, elles ont augmenté. Pas chez nous. La pauvreté a augmenté. Nous, elle a augmenté après la crise de 2008 comme dans tous les pays, mais elle a augmenté plutôt moins qu'ailleurs. Mais je pense que, pour répondre à ta question, ce à quoi l'État doit être prêt aujourd'hui, c'est faire en sorte que les gens ne restent pas dans des situations qui sont des situations
compliqué. Le problème de la France aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'on réussit bien à diminuer les inégalités, on réussit à faire en sorte d'éviter les phénomènes de très grande pauvreté, mais on ne réussit pas véritablement à remettre les gens dans une logique d'ascension sociale. Et ça, ce sont des débats tout à fait passionnants qu'on peut avoir, et les technologies peuvent nous aider. Les questions d'éducation, les questions de formation. Voilà, je trouve, des débats sur lesquels, d'ailleurs, il ne faut jamais opposer la technologie et l'humain. Et la question, c'est, au fond, comment est-ce qu'on peut utiliser les technologies pour essayer de répondre encore mieux à ces défis qui sont devant nous. Et alors, ces défis, notre public les connaît bien, puisque le secteur social et solidaire et le secteur associatif essayent de temps en temps de pallier au manquement de l'État. Si cet État n'est peut-être pas encore tout à fait prêt à j'allais dire, accompagner cette transformation, est-ce que le secteur social et solidaire l'est davantage? Tu nous as parlé de revenus universels en disant que ce n'était pas la bonne solution, qu'il fallait investir au bon moment. Est-ce que le secteur social et solidaire tel que tu le connais te semble prêt pour ce 21e siècle numérique? Alors, je ne sais pas si... Je ne vais pas dire qu'il est prêt, parce que je n'aime jamais dire aux gens qui sont prêts, parce que c'est dire des choses trop gentilles, trop gratuitement. Donc, je peux pas dire ça, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est une chance pour la France d'avoir un secteur de l'économie sociale et solidaire qui est si important. Et d'ailleurs, les gens n'en ont pas conscience. Moi, c'est quelque chose qui me frappe. La France est l'un des pays dans lesquels la société civile, les corps intermédiaires sont les plus puissants, les plus dynamiques. Et je pense que c'est très important d'avoir ça. Je pense qu'on ne peut pas simplement avoir un État et une société. On ne peut pas avoir un État et une opinion publique. C'est très important, l'État, bien évidemment, mais l'État, c'est une sorte de réassureur. Mais celui qui va faire la solidarité de façon non bureaucratique, c'est justement le secteur de l'économie sociale et solidaire. Et donc, je pense que c'est vraiment une chance d'avoir ce secteur. Et enfin, on va se dire la vérité, hein, ce secteur, il va prendre une importance encore plus cruciale ces prochaines années, parce que nous avons une situation des finances publiques en France qui est un peu compliquée. Comme vous le savez, nous avons un endettement public qui est élevé, et donc l'État n'a pas énormément de marge de manœuvre, d'investissement dans ces domaines. Et donc, ce secteur de la société civile appliquée à la solidarité, de l'économie sociale et solidaire, forcément, il deviendra plus important ces prochaines années. Est-ce qu'il est complètement prêt? Non, personne n'est complètement prêt, mais je pense qu'il faut se dire que ces technologies dont on parle, pour vous, c'est une chance absolument extraordinaire, parce que ça va vous permettre... Ce qui est fascinant dans les technologies actuelles, c'est qu'elles nous obligent à être plus humains, au fond. Parce que la part de notre travail, qui est la part la moins humaine, celle qui peut être répétée, qui peut être automatisée, celle-là, on peut la laisser tomber. Et ça veut dire que demain, dans des centres d'accueil des publics fragiles, on pourra s'appuyer sur des robots, sur de l'intelligence artificielle, pour vraiment s'occuper à plein temps de la relation humaine et pour pouvoir accompagner les gens. Et donc, je pense quand même que cette affaire technologique, ça peut être une super bonne affaire pour l'économie sociale et solidaire. Mais justement, parlons de ceux qu'on accompagne, des bénéficiaires, de ceux qui ont besoin d'un appui, d'un soutien. Ils ont besoin d'un soutien humain. Est-ce qu'on a très envie d'aller se faire aider par une intelligence artificielle, d'arriver dans un centre Croix-Rouge où on aura des bots, des chatbots pour nous emmener d'un bon service à un autre? Au fond, la solidarité, c'est un être humain qui aide un autre être humain? Absolument, et c'est pour ça que je crois que c'est les deux. Je pense que l'intelligence artificielle en tant qu'aide, en tant qu'outil, c'est absolument extraordinaire. Je vais prendre un exemple très concret, si tu m'y autorises, sur un sujet dont on parle beaucoup, qui est le sujet de la santé. Vous savez qu'on se pose aujourd'hui beaucoup de questions sur l'avenir de la santé, et il y a beaucoup d'évolutions technologiques dans la santé, et l'intelligence artificielle est très présente dans la santé. Et souvent, les médecins viennent me dire ce que tu me dis, ils me disent, mais au fond, est-ce qu'on a... Quand même, on a envie d'être soigné par une personne, par un humain, parce que c'est très important, la relation humaine dans le domaine de la santé. Mais c'est les deux. Si une intelligence artificielle fait un meilleur diagnostic que le médecin, soyons clairs, je préfère que le diagnostic soit fait par l'intelligence artificielle. Enfin, je ne suis pas masochiste. Mais par contre, pour faire ma prescription, pour m'expliquer, pour m'accompagner, pour me donner un traitement qui ne sera pas simplement un traitement médical, mais un traitement qui correspond aussi à ma situation personnelle, à ma religion, pourquoi pas, à mes croyances, au fait que je ne sais pas avaler les gros cachets, au fait que j'aime bien travailler. Et donc, j'ai aussi besoin d'un traitement qui me permette, dans la mesure du possible, d'aller travailler le plus. Mais là, c'est le médecin.
c'est pas l'intelligence artificielle, c'est le médecin aidé par l'intelligence artificielle. Je pense que les deux vont en même temps. Eh bien, c'est rassurant de savoir qu'on aura encore besoin des humains et que tu es d'accord avec nous. Merci Oui, beaucoup, Nicolas. Espérons qu'on ait raison, surtout. Oui, espérons. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.